Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale d'info avec Sud Radio et la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Jean-Pierre Raffarin. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Vous êtes donc ancien Premier ministre et président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense au Sénat. Et merci d'être l'invité de cette matinale d'info. Vous serez interrogé ce matin par Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour. Bonjour. Et par Gilles Leclerc de Public Sénat. Bonjour, bonjour Gilles. Jean-Pierre Raffarin, manifestation contre la haine anti-flic aujourd'hui, à l'appel du syndicat notamment Alliance de la police, sur fond de sondage. 82% des Français ont une bonne opinion de la police, selon Doxa Le Parisien. On a vu que la justice ne suit pas toujours les préfets dans leur volonté d'interdire un certain nombre d'individus à risque de manifester. Est-ce que vous seriez pour durcir les sanctions contre les agresseurs de policiers ? Évidemment, nous n'avons pas la politique pénale nécessaire à notre sécurité aujourd'hui. Il y a un décalage entre les efforts que font les policiers et puis le suivi qui est aujourd'hui celui de la justice. Interrogeons dans tous nos départements, puisque vous êtes attachés au territoire, si on demande à tous nos gendarmes, à toutes nos équipes sur le terrain, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer notre sécurité ? Et ils disent tous accélérer la justice et faire en sorte qu'on ne libère pas systématiquement les gens que nous arrêtons. C'est votre expérience d'ancien Premier ministre ? C'est le terrain, surtout dans mon département de la Vienne, où j'ai interrogé encore tout récemment les services de gendarmerie et où on entend toujours la même chose, que la politique pénale n'est pas à la hauteur de notre exigence de sécurité. Et je dois dire que je ne suis pas inquiet au fond sur la relation entre les policiers et le pays. On l'a vu le 11 janvier, mais on voit bien que la sécurité, les Français apprécient la sécurité reste une priorité. Je pense que sécurité et emploi sont les deux sujets sur lesquels le président et le gouvernement devraient se consacrer. Mais aujourd'hui, ce qui est très préoccupant, c'est que cette crise un peu du moral et des moyens mis à la disposition des policiers est une crise qui s'ajoute aux autres crises. Cette journée aujourd'hui est une journée qui illustre le grand désordre du pays. Les routiers, la SNCF, les policiers, la RATP. Tout ça est vraiment inacceptable. Monsieur le Premier ministre, vous parlez de durcir les sanctions pénales contre les policiers, ça veut dire de la prison ferme, par exemple, contre les agresseurs de policiers. Là, on voit, par exemple, à l'épreuve des faits, que le tribunal administratif a suspendu 9 arrêtés sur 10 émis par le préfet de police, des arrêtés qui empêchaient des militants antifascistes de se mobiliser, de manifester. C'est quand même un sérieux revers pour le ministère de l'Intérieur. Je pense que c'est un sérieux revers, et tout ça, nous le disons depuis très longtemps. On le disait avec Madame Taubira, la politique pénale du pays n'est pas à la hauteur de nos ambitions en matière de sécurité. Donc c'est la politique pénale. Je ne reproche pas aux syndicats aujourd'hui de magistrats d'appliquer comme ils le peuvent les directives qui sont celles de la politique pénale. Ce qu'il faut changer, c'est la politique pénale. Donc les magistrats, leur organisation professionnelle, tous ceux qui sont aujourd'hui exposés à cet exercice de justice doivent mesurer que nous n'avons pas la politique pénale que nous souhaitons en fait dans le pays. Gilles Leclerc. En l'occurrence, par rapport à ces casseurs et ces manifestations aujourd'hui souvent violentes, en fin de manifestation, on voit que l'état d'urgence ne s'applique pas ou s'applique pas bien, ou en tout cas n'est pas opérationnel. L'état d'urgence qui n'a pas été fait pour ça, mais qui a été fait pour les attentats. Donc quels sont les outils pour que cette justice que vous réclamez se fasse d'une façon plus efficace ? Mais vous savez, il y a un premier outil, c'est l'autorité du pouvoir, l'autorité du président. Aujourd'hui, l'exécutif n'a pas d'autorité, n'a pas de majorité. Et comment pouvoir gouverner, y compris aujourd'hui des questions comme ceux de la sécurité, quand on n'a pas d'autorité. Et au fond, les fonctionnaires qui sont chargés dans cette, je dirais, ligne hiérarchique d'autorité, qui sont chargés sur le terrain d'appliquer, sont en situation d'extrême faiblesse. Donc il faut un retour à l'autorité, à une autorité qui est très claire, qu'on ne peut pas accepter en état d'urgence, d'autoriser un certain nombre de manifestations, comme on l'a autorisé dès le début. C'est au début de toutes ces manifestations que le gouvernement aurait dû. Vous pensez à Nuit debout, par exemple ? Je pense à Nuit debout. Je pense à tout ce qui a pu se passer. L'état d'urgence n'était pas compatible avec ce type de situation. Et aujourd'hui, parce qu'il y a eu un laxisme initial, on est dans une situation de désordre, voire de débordement. Pourtant, François Hollande lui dit j'affirme mon autorité puisque cette loi ira au bout. J'ajoute d'ailleurs que la loi elle doit passer au Sénat dans 2 jours, début juin.
Vous nous conseillez de la retirer ou d'aller au bout? Sur tous les sujets. Et je pense que le gouvernement doit aller au bout de ses actions. Sur tous ces sujets, le président et le gouvernement illustrent ce qu'est le gouvernement du verbe. Vous écoutez le ministre de l'Intérieur, vous avez envie d'être d'accord avec lui. Gouvernement du verbe. Vous écoutez le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, gouvernement du verbe. Le président de la République, gouvernement du verbe. En fait, où est l'action? Où est l'autorité? Où est vraiment la mise en œuvre d'une politique de sécurité dans le pays? Donc les discours, nous voyons bien, vont dans une certaine direction positive, mais l'application est désastreuse. Mais d'où vient vraiment dans un déni de réalité. Monsieur le Premier ministre, d'où vient le désordre intrinsèquement de la personnalité même de François Hollande? Je pense que il manque aujourd'hui dans le pays une vision et un discours très clair aux Français sur ce que sont les priorités. On a mené beaucoup de débats publics. Il y a 2 priorités pour le pays aujourd'hui, que sont l'emploi d'une part, la cohésion sociale. Il n'y a pas d'intégration véritable sans travail. Et donc, il est clair que l'emploi, c'est une priorité économique, c'est une priorité sociale. Et il est clair, d'autre part, que nous avons des menaces intérieures et des menaces extérieures. La situation est extraordinairement dégradée à nos frontières. C'est vrai naturellement au Levant, c'est vrai aussi en Libye-Tunisie, c'est vrai en Algérie, c'est vrai en Turquie. Donc, nous avons des situations qui sont des situations d'extrême dangerosité. En plus, je crois que notre situation politique n'est pas bonne. Un gouvernement sans autorité, sans majorité, d'une part. Et puis, d'autre part, disons-le, une opposition qui va se mobiliser dans les primaires et qui donne le sentiment de s'intéresser plus aux élections qu'aux préoccupations des Français. Tout ceci donne le sentiment que le pays est un peu abandonné. Pourtant, donc c'est pour ça que la situation est dangereuse. Vous avez fait partie de ceux qui ont tendu la main au gouvernement, on s'en souvient, après le gouvernement, sur ces 2 questions dont vous parliez il y a un instant, c'est-à-dire l'emploi et la sécurité. Comment vous expliquez que quelques mois après, c'était il n'y a pas si longtemps, il y a eu ce décalage total? Parce que je pense qu'avec des visées politiciennes, le président a voulu faire de la déchéance de nationalité un coup politique et on lui a bien dit que c'était pas le sujet des Français. Et donc il a voulu faire un congrès, il a voulu faire, je pense, un peu de show business, si je puis dire, dans l'animation politique avec un grand congrès à Versailles. Mais au fond, les Français n'ont pas besoin d'un congrès. Ils veulent qu'on s'occupe de l'emploi et qu'on affirme vraiment une politique favorable aux entreprises, favorable aux investisseurs. Sans entreprise, pas d'emploi. Sans investissement, il n'y a pas d'emploi non plus. Il n'y a pas d'investissement sans investisseurs. Donc c'est une politique de l'offre. Le président l'a annoncé mais ne l'a pas conduite. C'est ça qu'il faut mener. Et sur la sécurité, il faut être très clair. On est dans une situation grave. On est en guerre et on autorise toutes les manifestations. Fort de ce constat, Monsieur le Premier ministre, la déchéance de nationalité qui ne passe pas, la loi El Khomri qui ne passe pas, un Premier ministre qui ne tient pas sa majorité. Est-ce que vous pensez que Manuel Valls est en sursis? Écoutez, moi je ne souhaite pas des désordres supplémentaires. Nous sommes à un an d'un choix politique majeur pour le pays. Je pense qu'il ne faut pas rechercher l'agitation pour l'agitation. Nous sommes trop exposés internationalement et nationalement à des crises pour pouvoir aujourd'hui ajouter une crise politique au reste. Donc je ne souhaite pas qu'on ait un désordre supplémentaire. Mais je constate que encore hier, le président de la République fait 1 heure d'intervention à la radio et il nous parle d'élections, en fait. Il règle ses comptes avec Nicolas Sarkozy, il règle ses comptes avec François Fillon, il attaque Alain Juppé, au secours la droite revient, c'est un peu le thème. Mais par exemple, quand il dit... Où est sa vision qui nous disent que sans emploi, il n'y a pas d'avenir pour les jeunes Français. Donc c'est l'emploi la priorité, qui nous disent vraiment dans un chien que ce qu'il a dans le ventre, et dans le ventre aujourd'hui, c'est la cohésion du pays. Et la cohésion du pays, ça se fait sur la sécurité et sur l'emploi. C'est quand même clair. Et ça ne se fait pas sur ce qu'on règle comme compte avec Sarkozy, avec Fillon, avec Juppé. Quand on est président, on doit penser à l'unité nationale. Et l'unité nationale, elle a besoin de montrer que la politique est concrète et puissante. L'impuissance politique aujourd'hui, c'est ce qui nourrit le Front National, c'est ce qui crée le désespoir, l'impuissance politique. Voilà la question qui est posée au pouvoir. Et ce qui compte, c'est d'engager un certain nombre de choses concrètes
pour l'action politique, pour montrer la crédibilité de l'action politique. Et pour être concret, il faut se consacrer aux deux priorités, sécurité et emploi. François Hollande, vous y faisiez allusion il y a un instant, hier matin dit il faut lire absolument les programmes des candidats à la primaire de la droite et du centre, et je le cite, selon lui, un certain nombre de ces programmes mettent en cause les fondements de l'État. C'est ce qu'il a dit hier matin. Comment vous réagissez ? Il n'a pas quitté son costume de candidat du Parti socialiste. Il était candidat en 2012, il était candidat en 2013, il était candidat en 2014 et 2015, 2016, il est toujours candidat, et 2017, il sera encore candidat. C'est un candidat, c'est le candidat durable. Voilà, et aujourd'hui, nous avons dans le paysage politique, alors que nous avons besoin d'un président et d'un gouvernement, nous avons toujours une échéance électorale à préparer. Mais vous n'avez pas répondu à la question de Véronique Jacquet sur sa personnalité. Je respecte le président, je respecte les institutions, et le président a forcément un certain nombre de qualités, il n'est pas là par hasard, mais ce que je vois, c'est qu'il ne se consacre pas à l'essentiel. De Gaulle disait: le président est l'homme en charge de l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est emploi et c'est la sécurité. C'est pas pour la gauche, pour celui qui gouverne, c'est pas les primaires de la droite. Les primaires de la droite, on est obligé de les faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a une menace Front National. Donc on est obligé d'arbitrer pour qu'on ait qu'un seul candidat. Il faut les faire. Mais c'est pas le sujet du président. Le sujet du président, c'est l'essentiel. Alors l'un de vos sujets à vous, c'est les primaires de la droite, puisque vous venez d'en parler. Vous étiez hier soir au bureau politique des Républicains. On nous dit, beaucoup de commentaires, que c'était tendu, notamment entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, avant un compromis qui aurait été trouvé pour régler le litige sur le vote des Français de l'étranger. Est-ce que vous nous confirmez que c'était tendu ? Vous y assistiez. Et est-ce qu'au fond, Nicolas Sarkozy ne teste pas le niveau de résistance de ses concurrents sur ce type de sujet qui ne paraît pas non plus J'ai rencontré hier Nicolas Sarkozy, je vois régulièrement Alain Juppé. Je pense que chacun défend ses convictions, mais qu'au total, personne ne veut l'affrontement. Tout le monde comprend bien que c'est l'intérêt de personne d'avoir une crise aujourd'hui à l'intérieur des Républicains. Comment était l'ambiance ? Oui, alors l'ambiance. Je n'ai pas assisté au bureau politique d'hier soir. Je n'ai pas assisté, j'avais un débat sur la politique étrangère avec un ancien ministre de la politique étrangère de notre pays. J'étais en revanche toute la journée sur ce sujet avec les différents partenaires pour participer à l'accord que Thierry Solère a proposé avec Madame Levade, la présidente de la Haute Autorité. Donc cet accord a été, je pense, assez bien partagé, et donc c'est pas tendu. Non, c'est pas tendu. Le bureau précédent a été tendu, parce que le bureau précédent où il y a eu un vote, il y a eu des vrais débats, mais celui-là a été, disons, sportivement un peu plus rugby que football, mais quand même... Mais pour qu'on comprenne bien tout de même, c'est un peu de la cuisine, mais qui doit avoir la main quand même pour ces primaires ? Est-ce que c'est le parti, en l'occurrence le bureau du parti, ou est-ce que c'est le comité d'organisation des primaires ? Il y en a un qui est prépondérant par rapport à l'autre, ou pas ? Parce que visiblement, il y a des nuances. Il y a des nuances, je vois que vous êtes un fin analyste, mais on a des règles. Et les règles font que le bureau politique a un certain nombre de décisions qu'il peut prendre, notamment sur des processus électoraux. Donc il y a des propositions qui sont faites par la Haute Autorité. Quand il y a des conflits, la Haute Autorité a des pouvoirs très clairs, et il y a le bureau politique qui peut, par un certain nombre de votes, s'exprimer sur le mode électoral, ce qui est le respect de la charte. Donc il y a des textes, on a du droit, et c'est pour ça qu'on a un prof de droit pour présider la Haute Autorité. De ce point de vue-là, je pense que les règles sont respectées, et vous voyez, finalement, on arrive à un accord. C'est normal que chacun défende un peu ses convictions, mais au total, je vous assure, quand on a connu ce qu'on a connu dans la droite, entre les Giscard, Chirac, les Simone Veil, Pasqua, et tout ce qu'on a pu connaître comme tension, je me souviens même des Seguin-Juppé, j'ai vu des tensions. La situation aujourd'hui n'est pas une situation de tension. Je dirais que c'est une situation de normale rivalité. Pour parler peut-être d'une question plus au fond, vous êtes, je le rappelle, le président de la Commission des Affaires étrangères ici au Sénat. Quel regard vous portez sur le sommet reporté finalement, François Hollande l'a dit, sur la question israélienne-palestinienne ? Le sommet devait avoir lieu à Paris le 30 mai, c'est reporté parce que visiblement Israël est très agacé par une rédaction d'une résolution de l'UNESCO visant à protéger le problème de Jérusalem-Est et qui ne prend pas en compte en fait les fondements de Jérusalem du côté israélien. Je pense que ce vote à l'UNESCO est une grave erreur.
Je pense que notre diplomatie a flotté, que l'exécutif n'a pas été articulé avec la diplomatie. François Hollande a dit amendement fâcheux. Oui, mais alors quand un ambassadeur vote dans une assemblée multilatérale, c'est toujours le cavalier qui est responsable, comme le cheval trébuche. Hein. Donc il y a là à se poser des questions sur le fonctionnement de notre chaîne hiérarchique. Hein. Donc je pense qu'il y a des responsabilités au plus haut niveau de l'État en ce qui concerne ce vote extraordinairement fâcheux, surtout que la France a pris une initiative extrêmement audacieuse que de piloter une conférence pour tenter de régler le conflit israélo-palestinien. C'est difficile. On ne peut pas condamner une telle initiative parce que ce conflit n'a que trop duré et qu'il est à la source de beaucoup d'autres conflits et donc il faut chercher une solution. Donc on ne peut pas reprocher à la France de s'engager dans cette voie. Mais c'est quand même très difficile, beaucoup ont échoué sur ce sujet. La pédagogie n'a pas suffisamment été faite puisque c'était astucieux, de mon point de vue, de dire que la première conférence était sans Israël et sans les Palestiniens pour voir la communauté internationale si on était capable de dégager des lignes d'avenir. Et là, finalement, ça n'a pas été perçu par les parties prenantes. Donc je pense que tout ceci est mal géré. Et l'UNESCO nous montre que finalement, c'est une situation, là aussi, un peu de désordre. Merci Jean-Pierre Raffarin. Une petite question personnelle. Vous êtes un des rares à rencontrer Jacques Chirac. Comment va-t-il ? Est-ce que vous avez des nouvelles à donner de l'ancien président ? Il a été très affecté par le décès de sa fille. Et c'est un homme courageux et qui reste un homme chaleureux et que ceux qui l'ont aimé l'aiment encore davantage aujourd'hui. Merci Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense au Sénat, d'avoir été invité de cette matinale d'Info. On passe à l'analyse de l'actualité, mais aussi de vos propos avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale dans un instant. Voilà, aujourd'hui j'accueille Baptiste Bise de la Nouvelle République et j'accueille Jean-Pierre BDI de la Dépêche du Midi. Bonjour messieurs et merci d'être présents avec nous ce matin pour débriefer cette interview de Jean-Pierre Raffarin. L'ancien Premier ministre était l'invité de notre matinale d'info. On démarre, si vous le voulez bien, par les policiers qui vont manifester aujourd'hui. C'est assez rare. On voit qu'il y a un sondage, 82% des Français, selon Doxa, qui soutiennent et qui apprécient la police. Alors, est-ce qu'il y a un vrai problème avec ces casseurs anti-policiers, Jean-Pierre BDI? On voit qu'un certain nombre de tribunaux ne suivent pas les préfets dans leur volonté d'interdire à ces casseurs de manifester. Oui, alors là, il y a deux problèmes. Le problème, effectivement, il y a un vrai problème avec les casseurs, notamment lors de ces manifestations qui les génèrent, parce que ce sont bien évidemment eux qui font dégénérer les manifestations et non pas les manifestants qui défilent contre la loi travail. Et le problème des policiers, c'est qu'ils ont du mal à gérer cette forme de guérilla un peu urbaine à laquelle on assiste dans un certain nombre de centres-villes, et avec des casseurs qui sont de plus en plus violents, puisqu'il y en a un qui a même été accusé d'homicide contre un policier. Donc effectivement, il y a un vrai problème de gestion de ces casseurs lors de ces manifestations. Et ensuite, il y a autre chose qui est effectivement l'interdiction de manifester qui a été prononcée contre un certain nombre de ces manifestants. Et on voit qu'effectivement la préfecture a suspendu cette décision. Encore faut-il que si on prend des mesures répressives de ce type-là, il faut qu'elles s'appliquent aux gens véritablement concernés. Avec, de la part de Jean-Pierre Raffarin, une volonté de durcir la politique pénale, a-t-il dit au début de la matinale. Pour les agresseurs de policiers, il faut durcir les sanctions. Oui, c'est vrai, effectivement, il s'est beaucoup exprimé sur le sujet. Il reproche au gouvernement, finalement, d'être trop tendre avec les casseurs. Mais c'est un reproche qu'il formule contre le gouvernement depuis le début du quinquennat. Vous voyez, il a parlé de Christiane Taubira, de sa politique pénale qu'il jugeait trop faible. Il parle maintenant de Durvoaz de la même manière. Pour Jean-Pierre Raffarin, ce gouvernement, il l'a dit, n'est pas assez sévère, n'est pas assez autoritaire. Et il s'appuie sur ce qu'il entend dans la Vienne, notamment. C'est ce qu'il a dit, qu'il avait rencontré les gendarmes. Donc vous qui connaissez bien ce département. Effectivement, mais même en milieu rural aussi, c'est vrai. Je suis dans la Vienne, à Poitiers, où Jean-Pierre Raffarin est élu. En milieu rural aussi, il y a cette inquiétude qui est très prégnante et il l'a effectivement senti.
Mais ils bénéficient d'une bonne image, les policiers. C'est dû à la suite des attentats de Paris aussi, où ils ont été au fond aimés des Français. C'était... Oui, on a même vu lors de ces rassemblements des gens qui embrassaient les policiers parce qu'ils sont reconnaissants vis-à-vis du travail que font ces policiers dans la lutte contre le terrorisme. Je pense que c'est normal. En plus, depuis plus d'1 an maintenant, les policiers sont sous pression. Je veux dire, ils sont affectés à de nombreuses tâches de sécurité. Ils le font dans l'ensemble plutôt bien. Donc je pense qu'effectivement, le sondage reflète assez bien l'opinion des gens, et même de la part de ceux dont on peut penser qu'ils sont généralement pas très favorables à la police, à savoir les jeunes ou les gens de gauche. On s'aperçoit que ces gens-là sont quand même majoritaires à apprécier le travail de la police. Alors Baptiste Bise, on passe à ce que nous a dit Jean-Pierre Raffarin sur le climat général lié à la loi travail, aux conflits sociaux, à toutes les tensions, on va dire, à tous les étages. Il ne souhaite pas de désordre à 1 an de la présidentielle. Il trouve qu'on est trop exposé, notamment au niveau international, pour se permettre ça. Oui, puis il rappelle aussi qu'on est quand même en état d'urgence. On a tendance à l'oublier, mais il y a des manifestations tous les jours pratiquement en ce moment en France, dans toutes les villes, et on est quand même en état d'urgence. Donc lui souhaiterait que certaines de ces manifestations soient interdites. C'est intéressant, il a été Premier ministre, comme vous le faisiez remarquer, il a été confronté lui-même à sa situation, il a dû faire face à des manifestations importantes, toujours aussi avec la crainte des débordements, avec des casseurs qui peuvent s'infiltrer, mais avec la crainte d'une menace terroriste qui est toujours pesante, avec des moyens de sécurité qui, au lieu d'être là sur le terrain, encadrer des manifs, seraient peut-être plus utiles ailleurs. C'est aussi le sens de sa réflexion. Avec une grande dureté à l'égard de François Hollande, puisqu'il l'a dit, Jean-Pierre Raffarin, tout à l'heure, avec des visées politiciennes, François Hollande a voulu faire du show business dans l'animation politique, notamment avec la déchéance de nationalité et le congrès de Versailles. Oui, et puis en plus, il s'appuie aussi sur les déclarations de François Hollande hier sur Europe 1. Donc, il stigmatise le fait que François Hollande est de fait rentré en campagne pour la présidentielle, ce que tout le monde avait compris, et ce qui semble pas totalement anormal non plus quand on est président de la République à 1 an de la présidentielle. Je veux dire, on en a vu d'autres préparer déjà cette présidentielle bien avant. J'étais surpris du fait qu'il n'ait pas chargé Manuel Valls, et il a refusé évidemment d'entrer dans une polémique sur la personnalité de François Hollande. Effectivement, suite aux questions de Véronique Jacquier. Il a cité plusieurs responsables, mais il n'a pas cité Manuel Valls. Je crois qu'il est sincèrement déçu par François Hollande, qui faisait partie de ceux, c'est quand même un centriste, à l'origine, Jean-Pierre Raffarin. Il n'avait pas proposé ses services, mais il souhaitait au fond accompagner, au moins pouvoir parler avec ce pouvoir. Il n'y avait pas de condamnation, a priori. Il voulait le voir à l'acte. Et là, je pense qu'il est sincèrement déçu, effectivement. Alors, c'est vrai qu'il est en campagne pour la primaire, mais on ne peut pas ne pas le croire quand il dit qu'il est déçu par François Hollande, qui manque d'autorité, et dans sa façon d'exercer le pouvoir, plus globalement. C'est une critique récurrente de la droite depuis quasiment le début du quinquennat de François Hollande. La droite met le doigt sur là où ça fait mal sur François Hollande, c'est-à-dire son autorité et sa carrure d'homme d'État. Est-ce que la droite ne met pas le doigt là où ça fait mal, comme vous dites, l'expression, à propos des problèmes qu'il y a au bureau politique? Alors, il paraît que tout est réglé, selon Jean-Pierre Raffarin. Au fond, est-ce que c'était pas une manière pour Nicolas Sarkozy de tester la résistance de ses concurrents, cette affaire de vote des Français de l'étranger à la primaire? Bien sûr, il est évident que pour aller déterrer cette affaire de Français de l'étranger, il fallait quand même avoir quelques arrière-pensées politiques derrière. Bon, il est évident que Nicolas Sarkozy souhaite réduire le nombre de votants, et donc en créant des difficultés avec les Français de l'étranger, il espérait parvenir à ce but-là. Et en même temps, c'était une manière aussi de provoquer un petit peu, notamment Alain Juppé, qui est considéré comme un peu un sage, un peu au-dessus qui prépare sa primaire de manière relativement placide, etc. C'était une manière aussi de le faire sortir de ses gonds. Baptiste Bise, Jean-Pierre Raffarin, c'est un sage de la droite. Ça fait des années qu'il souhaite apparaître au-dessus de la mêlée, effectivement. Très longtemps, il a pris soin de ne jamais prendre position entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Il ménageait les uns et les autres. Depuis qu'il s'est déclaré en faveur d'Alain Juppé, effectivement, il est en campagne pour Alain Juppé, mais il respecte toujours les autres candidats. La une de la Dépêche aujourd'hui, le divorce, peut-on se passer du juge ? Oui, nous faisons notre une sur cette réforme de la justice qui arrive à l'Assemblée aujourd'hui, sur la manière pour la justice de se montrer plus proche des justiciables et des citoyens. Plus simple, plus proche des citoyens, mais qui va provoquer un débat au Parlement entre la droite et la gauche, y compris sur ce thème-là.
La une de la Nouvelle République, Baptiste. La une de la Nouvelle République, je crois que c'est la une de Tours que vous avez. C'est du rugby. C'est du rugby, effectivement. Dans l'édition de la Vienne, vous trouverez aussi les mésaventures de Véronique Massonneau, qui est députée écologiste de la Vienne. La vice-présidence de l'Assemblée nationale lui semblait promise après la démission de Denis Baupin. Cécile Duflot s'est mise en travers de son chemin. François de Rugy. Et maintenant, oui, c'est François de Rugy. Et maintenant, on parlait de Véronique Massonneau pour la coprésidence du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Et là encore, elle trouve Cécile Duflot en travers de sa route. Merci Baptiste Bise de la Nouvelle République, qu'on retrouve vendredi avec nous à Bordeaux en direct pour une matinale spéciale autour du président de la région, Alain Rousset. Merci Jean-Pierre Bédéi de la Dépêche du Midi. On se retrouve demain pour une nouvelle matinale d'infos. Les programmes continuent sur Public Sénat. Bonne journée à tous et à demain matin.